Ok. Bonjour Vincent. Bonjour. Bienvenue en fait au Startup Lab. Je suis super content de t'accueillir. Tu es notre tout premier invité pour cette version télévisée du Startup Lab. Bel honneur. Donc l'idée en fait c'est que tu puisses partager ton parcours, ton quotidien aujourd'hui en tant que cofondateur et CTO de Tiller Systems. Tout ce qui a fait que vous en êtes arrivé là aujourd'hui. Et ce qui va m'intéresser, c'est surtout en fait, qu'est-ce que tu as apporté, ton background technique et pourquoi l'entrepreneuriat? Ça fait beaucoup de questions, mais voilà. Avec plaisir. Et donc, je vais commencer par la première et la plus simple qui est, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur ton parcours depuis le fait que tu as été diplômé d'EPITA jusqu'à rejoindre Tiller Systems? Donc j'ai été diplômé en 2013, promotion MTI. J'ai commencé par bosser un petit peu dans une SS2I. Globalement, ça m'a permis d'apprendre ce que c'était un peu le monde de l'entreprise, mais rapidement, je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat, c'est un truc qui était dans moi. J'ai vraiment envie de monter quelque chose. J'ai monté une première boîte, Innovorder, qui était aussi dans le milieu de la restauration, où je suis resté 1 an. Ensuite, j'ai monté Tiller, donc le but, c'est de digitaliser les points de vente, c'est-à-dire tous les points de vente, notamment les restaurations, les commerçants ont une caisse enregistreuse. Vous avez tous vu ces belles boîtes immondes. Nous, notre but, c'est de transformer ça en un truc beaucoup plus simple, beaucoup plus esthétique, beaucoup plus intuitif sur iPad, de prendre ces données, de les analyser et aussi d'être ouvert avec tout le monde extérieur, c'est-à-dire des Deliveroo, la fourchette, etc. Vraiment s'interfacer avec toutes les solutions qui existent aujourd'hui pour les commerçants. Alors, comment tu t'es retrouvé en fait à rencontrer tes acolytes, tes cofondateurs de Tiller Systems? C'est assez drôle parce qu'on s'est rencontrés dans un premier incubateur en tant que concurrent. Tiller avait été déjà créé, ils n'avaient pas de CTO, moi j'étais chez Innovorder. On s'est croisés à Startup 42 à l'époque. On avait un ami en commun qui nous a rattachés après, qui est un de nos clients d'ailleurs. Donc je les ai rencontrés à la base en tant que concurrents, on s'est parlé, on a discuté, on a vu qu'on avait quand même pas mal de choses en commun dans l'entrepreneuriat. Ce qui est très important, et je vous le dis à tous, si vous voulez réussir en entrepreneuriat, c'est de bien vous entourer. Vos coéquipiers seront la meilleure chance pour vous de réussir. C'est-à-dire avoir des gens qui pensent comme vous, qui ont les mêmes objectifs et que tout soit clair dès le début pour que ensuite ça fait que dérouler et si tout se passe bien, ça décolle. Alors, donc, ce qui est intéressant, c'est que tes cofondateurs, ce n'étaient pas des amis à la base. Donc, tu les as rencontrés via un ami en commun. Qu'est-ce qui fait que ça… Tu parlais des objectifs, quels sont les autres critères qui ont fait que ça a cliqué entre vous et qui fait que quelques années plus tard, ça continue à fonctionner? Il y a un premier truc qui est les valeurs. Il faut partager les mêmes valeurs. Quand on monte une boîte, surtout au début, on travaille beaucoup. Et si on ne s'entend pas, si on n'est pas d'accord avec ce que dégagent les autres, on ne va pas aller très loin. C'est ce qui m'est arrivé avec Innovorder. C'est aussi avoir une bonne vision, bien définir les objectifs. Est-ce qu'on veut un truc très long terme, très court terme? Est-ce qu'on veut lever rapidement, rester plutôt indépendant? Tous les choix sont bons, du moment que tout le monde est aligné, ça a plus de chances de fonctionner. Donc c'est vraiment être sur la même longueur d'onde et penser un peu pareil. Autre chose qui est très importante, c'est avoir des associés qui se complètent. Moi, donc, je suis un background technique, ex-EPITA. Mes 2 associés, c'est un ESSEC et un HEC, donc des profils beaucoup plus commerciaux et finance, ce qui permet d'avoir pas mal de compétences différentes au sein de la boîte dès le début. Et lorsque tu as rejoint Tiller, est-ce qu'il y avait déjà un produit ou c'est toi qui a commencé en fait à développer le premier produit? Je pense que tu as pu le voir à Startup 42, ils avaient un très beau PDF et ils le vendaient très bien, mais il n'y avait pas de produit. Première étape, développer le MVP, la V0. Chose très importante, c'est que si vous devez retenir un truc de cette interview, c'est ça: sortez votre produit rapidement et lancez-le. Ce qui est très important, c'est de lancer le truc, pas se poser de questions. Oui, le premier produit, il n'est pas parfait. On peut même dire qu'il est mauvais, mais il apporte déjà un petit peu de valeur. Et c'est en le confrontant avec la réalité du terrain que vous allez savoir si ça fonctionne ou pas.
Globalement, on a mis 1 mois pour sortir la première version du produit. On a eu des premiers clients quasiment en même temps. Le produit n'était pas parfait. Il plantait tout le temps, l'app crachait, les chiffres n'étaient pas pareils. Donc, casse enregistreuse, le but c'est quand même d'enregistrer. Quand tu as enregistré 100 € et qu'à la fin de la journée tu vois que 50, c'est problématique. Mais au moins on avait des clients, on avait des retours. Et c'est avec ça qu'on a construit cette caisse avec les clients. Alors justement, ce que tu es en train de raconter est assez antinomique avec ce qu'on nous enseigne ici à l'EPITA. C'est qu'il faut aller vers la perfection, sortir un produit qui n'a pas de bug, qui fonctionne bien. Déjà, avant de parler d'un point de vue stratégique, comment toi, personnellement, tu as pu vivre avec ça? C'est frustrant. Clairement, on fait des choix. On sait que ce n'est pas les bons. On sait même qu'on va les changer. Je pense qu'il n'y a plus aucune ligne de code de la première application. Ou alors s'il y en a, faut rapidement les supprimer. Mais globalement, l'idée, c'est pas faire le truc parfait tout de suite. C'est de faire un business, avoir suffisamment d'argent pour pouvoir justement construire le truc parfait. Et du coup, tout en continuant à avancer sur le produit, rebâtir les fondations au fur et à mesure. Et oui, à un moment, il faut faire des trucs propres parce que quand on a 20 développeurs sur du code fait en 1 mois dans une cave pour aller vite, ça marche pas. Si le code, c'est qu'on appelle du code spaghetti, reste là, on ne peut pas augmenter le nombre de développeurs parce qu'ils passent trop de temps à essayer de comprendre, on ne peut pas former les nouveaux, c'est l'enfer. Donc c'est important d'accepter de faire du code sale, mais de savoir que c'est du code sale et de savoir qu'il faut le faire propre plus tard. Et rapidement, quand le business commence à tourner, de se dire voilà, maintenant on va arrêter de faire du crade, on va faire les choses proprement et prendre plus le temps de faire les choses. Alors je vais revenir sur les parties avec les 20 développeurs et comment tu t'organises avec eux, mais je vais encore continuer sur les débuts de Tiller. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes quand même arrivé à avoir des clients et à les garder, sauf s'ils sont tous partis, alors que la première application ne fonctionnait pas bien? Parce que globalement, elle ne fonctionnait pas bien, elle n'était pas non plus complètement aussi mauvaise que je le dis, hein, mais forcément il y avait plein de bugs. Ensuite, on était à l'écoute des clients, on était avec eux. L'avantage, c'est qu'on n'avait pas beaucoup. Quand on fait du B2B, surtout au début, on peut être assez proche des clients. En B2C, parfois, c'est un peu plus compliqué, mais dans mon cas, le premier client, j'ai dû passer 2 semaines chez lui, où tous les jours, je passais une demi-journée après le service pour essayer de rétablir tout ce qui n'avait pas marché. Donc, ça permet d'apprendre beaucoup. Ensuite, oui, rapidement, il faut délivrer de la qualité, surtout sur un truc aussi critique qu'une caisse enregistreuse, qui a une fonction simple, hein, tu tapes quelque chose, ça ne disparaît plus. C'est simple sur le papier, c'est plus compliqué en vrai, mais faut savoir aussi quand il faut développer de nouvelles fonctionnalités ou quand il faut stabiliser l'application et le produit. Mais au début, ouais, être très proche des clients et quand on sait qu'on a quelque chose qui n'est pas parfait, on le fait pour avoir justement les retours. Donc ces retours, une fois qu'on les a, il faut les traiter. Et on ne peut pas juste dire voilà, c'est le MVP, c'est pas grave, les clients vont en pâtir. Non, faut être à l'écoute et itérer avec eux. Et justement, en fait, quels ont été les retours les plus importants ou ceux qui te sont restés en mémoire de ces clients auxquels tu ne t'attendais pas du tout? Beaucoup. Déjà, le premier, c'est qu'ils aimaient l'application. C'est très bizarre quand on sort un produit comme ça où nous, en tant qu'ingénieurs, on n'est clairement pas satisfait. On n'est pas satisfait de comment il est développé, on n'est pas satisfait des fonctionnalités qu'il propose encore. Et d'avoir déjà des clients qui disent waouh, merci, ça surprend. Je pense que les retours positifs sont encore plus surprenants que les retours négatifs parce qu'ils sont rares. Les clients contents ne le disent pas souvent. Les clients moins contents, dès qu'il y a un problème, ils viennent vous voir et vous le dire. Donc oui, les bugs, j'ai eu beaucoup de retours négatifs, ça ne m'a pas forcément plu, mais ça ne m'a pas non plus traumatisé. Je savais que j'en aurais et j'en ai toujours, même maintenant au bout de pratiquement 5 ans. Ensuite, les retours positifs, il faut vraiment les garder et comprendre ce qu'ils aiment. Aussi dans la gestion d'un produit, ne pas rester que sur les défauts, se concentrer aussi de temps en temps sur ce qui plaît aux clients pour garder une longueur d'avance sur les concurrents.
S'ils aiment une partie de l'application, bah, retravailler, c'est de l'améliorer un tout petit peu, de gagner un quart de seconde de fluidité ou ce genre de choses. C'est des choses ultra importantes à faire au quotidien. Justement, en fait, tu parlais de concurrents, tu parlais du fait que tu avais commencé dans une entreprise qui était plus ou moins concurrente. Qu'est-ce qui fait que sur un produit qui a l'air simple, entre guillemets, qui est une caisse enregistreuse sur un iPad, enfin sur une tablette, que vous êtes arrivé à dépasser la concurrence et être aujourd'hui un des leaders sur le marché? Effectivement, il y a énormément de concurrents. Je pense que cette idée, on n'est pas les seuls à l'avoir eue. On est même limite en retard par rapport à nos concurrents français et européens. Par rapport aux Américains, c'est encore pire. Ce qui a fait la différence, je pense, c'est notre rapidité. Comme j'ai dit, nous, on s'est pas posé beaucoup de questions, on a annoncé le produit, on a pris beaucoup de risques. C'est un des points sur lesquels on était très d'accord avec mes associés, c'est le go big or go home. On s'est globalement fixé 6 mois au début en se disant si au bout de 6 mois on n'a pas 100 clients, on arrête. Au bout de 5 mois et demi, on était à 80, on était là pas très bien et on a eu les 20 derniers. Puis on s'est refixé 6 mois comme objectif pour avoir autre chose, puis 6 mois. Et c'est vraiment en allant très très vite, en prenant beaucoup de risques, parfois trop. Faites pas comme nous. Être au point de rupture à chaque fois pendant 2 ans, c'est pas agréable en tant que fondateur. Ensuite, c'est ce qui m'a aussi motivé et ce qui m'a donné les crocs pour réussir, pour me donner à fond et pour vraiment faire en sorte que ce produit décolle. Donc c'est prendre beaucoup de risques, aller vite et vraiment essayer de se poser le minimum de questions, avancer, comprendre un peu quand même ce qui se passe, ce qui va bien, ce qui va moins bien, mais y aller sans trop réfléchir. Alors tu parlais de risques et de points de rupture. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples en fait de ces risques ou de ces points de rupture? Bah, pour vous expliquer un petit peu, donc on a commencé la boîte, on a un capital social de 10 000 euros. On n'a pas fait de levée de fonds. Et donc une semaine avant notre levée de fonds, on était plus de 20 dans la boîte. C'est-à-dire que les salaires étaient payés le 10-15 du mois et on avait du mal. Et globalement, on a toujours été au point de rupture là-dessus et notre première levée de fonds nous a bien aidé. Au bout de 2 ans, on a levé 4 millions d'euros et on a refait une deuxième levée là il y a 1 an. Mais ouais, c'est toujours aller au point de rupture, que ce soit au niveau de la boîte, au niveau technique aussi, comme j'ai dit, faire les changements qu'il faut au dernier moment. Tant que le MVP fonctionne, essayer de garder ça, de créer de la valeur autour. Quand on sent que ça va craquer, par contre là, il faut tout de suite changer, tout de suite renforcer les bases. Mais c'est une boîte, c'est compliqué. On a beaucoup de choses à faire en permanence. Et si on reste trop prudent, ça avance très lentement. Ce qui peut être une stratégie, et qui est une noble stratégie aussi, ce qui n'était pas la nôtre. Nous, on a vraiment voulu être justement à ce point de rupture et parfois de l'autre côté même du point de rupture où on a toujours raccroché au dernier moment, mais c'est ça, c'est se dire il faut faire ça et on va le faire, peu importe les moyens. Le point de rupture aussi, c'est il y a plein de choses où la loi définit des cadres et c'est toujours être au maximum sans le point de rupture, donc toujours dans le respect des autres, surtout des employés. Les gens dans une boîte, c'est le cœur, mais voilà, toujours leur demander de faire un petit peu plus, toujours être vraiment payer ses factures un petit peu en retard, ce genre de petites astuces qui te permettent de gagner 2 mois et te permettre de faire une belle levée plutôt qu'une petite levée. Alors justement, tu parles de levée de fonds, 4 millions au bout de 2 ans, 18 millions l'année dernière. Qu'est-ce que ça a changé, ces levées de fonds, dans la vie de la boîte et pour toi en particulier sur la partie technique? Ça change beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, surtout au début, on était au point de rupture. L'avantage des premiers 4 millions, on a pu respirer. On a pu prendre le temps de reconstruire ces bases qu'on n'avait pas eu le temps de construire au début. On a pu recruter un peu plus, notamment au niveau technique. Et même personnellement, la vie d'entrepreneur post-levée et après,
pré-levée et post-levée n'est pas exactement la même. On a une autre personne qui nous aide, qui nous demande aussi des comptes, mais qui nous aide, qui est l'investisseur. On a beaucoup plus de stabilité personnelle, parce qu'au début, on n'a pas d'argent. Du coup, on travaille peut-être un tout petit peu moins, mais beaucoup mieux, beaucoup plus sereinement. Et on peut vraiment, c'est la première fois qu'on a pu se dire, ok, maintenant on regarde dans un an et demi, dans 2 ans, qu'est-ce qu'on veut faire dans 2 ans. Au début, on regardait, comme j'ai dit, à 6 mois, et généralement c'était plus à 1 mois qu'à 6. Donc ça permet de prendre de la hauteur, surtout qu'au début, on est vraiment focus. Et plus ça avance, notamment avec les levées de fonds. Là, avec la deuxième, j'ai encore pris plus de hauteur. Aujourd'hui, maintenant, je code quasiment plus. Je code une demi-heure par semaine quand j'ai un trou, globalement. Ça m'a permis de comprendre ce qui se passait dans mon équipe au final. De voir pourquoi il y a certains projets prenaient du retard, certains avançaient bien, certaines équipes marchaient mieux que d'autres. Et justement, prendre cette hauteur parce qu'on peut recruter des gens qui font le boulot qu'on faisait avant, nous permettent vraiment de maîtriser sa boîte sur le long terme. Et ce qui est un gros truc. Ensuite, niveau com, une levée c'est toujours important pour actionner donc les choses faciles qui est les clients, mais aussi niveau recrutement. Un des trucs les plus compliqués dans une boîte, c'est le recrutement. Je pense que vous le verrez tous très rapidement. Pouvoir dire on a levé de l'argent, ça rassure des gens qu'on ne pouvait pas avoir au début parce qu'ils se disaient c'est une start-up, je ne vais pas prendre le risque de bosser dans un truc qui va potentiellement couler. Se disent bon maintenant je peux y aller, je sais que c'est stable et on peut avoir un autre type de personne qui est très intéressante aussi pour travailler avec nous. Sur la partie technique, tu disais que tu as arrêté de coder, ouais. Ou presque plus, qu'il y a 20 personnes dans ton équipe aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer la transition de CTO tout seul, donc le Chief Technology de moi-même, à un vrai rôle de CTO avec de l'architecture, avec de l'anticipation et avec du management? Cette transition se fait un peu naturellement. Parce qu'au début, on a le CTO juste parce qu'on est là, mais globalement, on est développeurs. Au plus bas niveau, entre guillemets, vu qu'on a rien d'autre, personne d'autre. Puis petit à petit, on recrute. On devient un peu un team lead. On a 2, 3, 4 personnes. Puis à un moment, on crée une deuxième team. On arrive à 8. Du coup, on est entre les deux teams. On est encore très, très opérationnel, mais petit à petit, sans même s'en rendre compte, on arrête de coder, on fait d'autres choses, notamment un des rôles de CTO, c'est d'aligner le produit avec la boîte et la boîte avec le produit. Puis au début c'est simple, parce que la boîte c'est une dizaine de personnes, donc en un quart d'heure de points hebdomadaires c'est aligné. Puis à un moment la boîte ça devient 50, puis 100, puis 180 aujourd'hui dans 3 pays différents. Pour aligner une boîte déjà quand localement les gens ne sont pas au même endroit, c'est pas exactement aussi facile. Sans s'en rendre compte, au final on est de plus en plus en réunion, on est en train d'essayer de convaincre plus de gens, plus que les techs, mais aussi un peu toute la boîte. De se poser la question de si on ouvre ce pays, qu'est-ce que ça implique? Alors développement, il y a ça, niveau organisation, il faut rajouter telle personne. Puis au final, on se rend compte qu'on n'a pas vu une ligne de code de la semaine, on n'a pas fait une PR, et que voilà, tout ce qu'on fait, c'est gérer globalement les problèmes au quotidien et essayer d'aligner tout le monde. Ça se fait un peu naturellement. J'aurais bien aimé, si je le pouvais, le maîtriser beaucoup plus, cette transition, parce que en être conscient, c'est une force. Maintenant, je sais que je suis plus opérationnellement dans mon équipe, ce qui me permet de vraiment anticiper les choses, comprendre ce qui se passe et ne plus avoir l'excuse du quotidien, parce que quand on est sur un projet, je pense que tous vos projets sont mal passés, à certains endroits en tout cas. Tous ont pris un peu de retard, sauf que quand on est dedans, on ne le voit pas forcément, parce qu'on sait pourquoi ça a pris du retard, parce qu'il y a telle chose qui s'est passée, un tel qui devait faire la PR qui ne l'a pas fait, telle problématique technique qu'on n'avait pas anticipée. Et du coup, on se trouve des excuses, on ne voit pas vraiment le retard. Quand on est hors de tout ça,
dès qu'il y a un projet où on avait dit telle date, une semaine après c'est pas sorti, on le sait, on peut prendre un plan d'action. Et c'est quelque chose qu'il faut anticiper, qu'il faut bien préparer, le fait de se dire je suis plus opérationnel, maintenant je vais juste piloter les équipes et faire en sorte qu'elles soient alignées pour un objectif commun qui est le succès de la boîte. C'est quoi les prochaines étapes? C'est quoi le futur de Tiller et ton futur à toi? Comment tu vois en fait les prochains mois, les prochaines années? Difficile à dire. Donc là, il y a un an, on a levé 18 millions, notamment avec une poche pour permettre de racheter des boîtes. Donc normalement, il risque d'y avoir des annonces dans les prochains mois là-dessus. Donc c'est un nouveau challenge qui est d'intégrer des équipes extérieures. Il y a toujours chercher la croissance, mais aussi la rentabilité maintenant. Au début, comme je l'ai dit, donc on prenait beaucoup de risques, on dépensait du coup beaucoup et on ne s'intéressait pas vraiment à la rentabilité. Maintenant qu'on a des investisseurs, ils commencent à nous en parler petit à petit. Très gentiment, hein, mais puis de moins en moins gentiment. C'est essayer de grappiller ces quelques points de marge un peu partout. Et ça se fait sur plein de choses, mais il y a un avantage en tant que CTO et en tant que tech, c'est qu'on peut influencer tout. Donc aujourd'hui, on a des équipes qui travaillent juste pour fluidifier les process internes, pour faire en sorte que quand on a un lead, quand le commercial va le voir, on a toutes les infos et toutes les infos se conservent tout le long de son parcours, jusqu'au moment où il paye, jusqu'au moment où il nous conseille, il réfère des gens, donc il propose à ses amis de passer aussi chez nous. Et c'est vraiment fluidifier tout ça où à la base c'est très manuel, mais quand on arrive à créer ses propres logiciels en interne, on devient vraiment très puissant au niveau opérationnel et c'est là où on peut avoir aussi un vrai impact. Côté technique, personnellement, moi j'ai toujours cette problématique de l'équipe grossit, l'équipe grossit, l'équipe grossit. Rajouter 3 développeurs, sur le papier on croit que ça va aller plus vite. Si on fait mal les choses, ça tue toute la productivité de toute l'équipe. Donc c'est un challenge quotidien de faire en sorte que malgré le fait qu'il y ait de nouvelles personnes qui arrivent, tout soit toujours fluide, que tout fonctionne toujours. Notamment, c'est à ce moment-là où tous vos cours d'EPITA où on dit code propre, etc., des fonctions courtes, on sait très bien ce qu'elles font. Là, ça prend tout son sens parce que tu ne peux pas expliquer en permanence à 20 personnes comment fonctionne le code. Donc, il faut que le code se comprenne de lui-même, il faut que n'importe quel développeur qui arrive, junior, puisse toucher à n'importe quoi sans tout casser. Il faut faire des tests, il faut faire pas mal de choses qui sur papier semblent inutiles mais qui te sauvent la vie plus tard. Donc c'est organiser cette équipe, faire en sorte aussi qu'il y ait du changement parce qu'ils veulent toujours du changement. Les gens, avoir toujours le même job pendant 2 ans, c'est un peu ennuyant. Moi j'ai la chance d'avoir une équipe où le taux de démission est un des plus bas de France, pour pas dire nul. C'est justement parce que l'équipe bouge. Les gens ne s'ennuient pas, ils ont un nouveau job tous les jours quasiment. Donc c'est changer les process légèrement, les améliorer. Tout ça pour que tout le monde s'y retrouve, que l'appli avance bien, que les gens soient heureux et que du coup que le business tourne. Super. On arrive à la fin de cet entretien. Je vais bientôt laisser la parole aux étudiants pour qu'ils te posent des questions. C'est quoi tes plans personnels pour la suite? Est-ce que tu te verras remonter une boîte après l'aventure Tiller? Est-ce que tu veux faire complètement autre chose ou c'est trop tôt pour en parler? C'est un peu tôt pour en parler. Oui, je pense que j'aurais envie de remonter quelque chose. Quoi, quand, je sais pas. Je sais que j'ai un truc qui me tient à cœur et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis là, c'est aider les jeunes entrepreneurs. J'ai l'avantage d'avoir une belle expérience, d'avoir eu beaucoup d'échecs. J'en ai pas parlé beaucoup, mais j'ai eu beaucoup d'échecs. J'ai eu quelques réussites. Je peux faire des questions bonus un peu sur les échecs. Mais il y a quelque chose qui moi m'a un petit peu choqué dans le milieu professionnel qui est en train de changer un petit peu, mais pas trop, c'est que les CEO sont vachement aidés. Il y a des gros clubs de CEO, tous les investisseurs aident les CEO. Les CTO, personne ne les aide. Ils sont un peu seuls. Il y avait peu de réseaux de CTO à l'époque. Commence à y en avoir quelques-uns qui émergent.
Mais en tout cas, si jamais vous avez des idées pour monter une boîte et que vous avez besoin d'aide, n'hésitez surtout pas, je suis là pour ça. Top. Merci beaucoup Vincent. Avec plaisir.